Bienvenue à la soirée de clôture de la Fabrique du Citoyen. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre et d'accueillir Joël Zask. Encore merci d'avoir répondu présente à l'invitation des bibliothèques de Bordeaux. Je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant toute chose, pendant cette Fabrique du Citoyen, on a exploré la diversité des questionnements que nous invite à prendre en charge cette approche des communs, puisque la thématique de la Fabrique du Citoyen 2024 était celle de nos communs, ceux qui nous lient. On a abordé une diversité de thématiques, de la propriété à l'espace public, en passant par les ressources naturelles, la transition écologique ou encore le rapport au vivant, mais aussi la question du numérique et le rôle de la recherche, en proposant une diversité de formats, des conférences, des tables rondes, des ateliers, des propositions artistiques, des expositions ou encore des projections débats dans l'ensemble des bibliothèques de Bordeaux et également sur des formats, comme on les appelle, hors les murs. Et cette soirée de clôture, je vous propose de vous embarquer pour faire écho à cette multiplicité de ces enjeux que nous a offert la Fabrique du Citoyen cette année, à partir de la pensée de Joël Zask. Joël Zask, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et du Centre Norbert Elias. Et vous travaillez notamment, parmi beaucoup de choses, sur le concept de démocratie participative à partir de l'approche pragmatiste, dont vous nous direz certainement quelques mots, notamment à partir de la pensée de John Dewey, qui était philosophe et psychologue américain, dont vous avez notamment traduit plusieurs ouvrages en français. Vous faites également des questions de crise écologique, de pratiques artistiques, encore de la thématique du sauvage, vos thématiques de recherche. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels, parmi les plus récents et aux éditions Premier Parallèle que vous pourrez retrouver à la sortie de cette rencontre, Écologie et démocratie en 2022, Se réunir du rôle des places dans la cité en 2022, Se tenir quelque part sur la terre, comment parler des lieux qu'on aime, toujours aux éditions Premier Parallèle en 2023, et le petit dernier, Admirer, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir en 2024. Alors, je vais plonger directement dans ce qui nous anime aujourd'hui pour les échanges qu'on va avoir, et en écho bien évidemment à une actualité brûlante dont je ne vais pas, sur laquelle je ne vais pas insister pour l'instant, on pourra y revenir, mais nous allons parler de culture démocratique et de pratique démocratique ce soir, puisque c'est une notion qui est centrale dans vos travaux et qui traverse l'ensemble de vos ouvrages. Et dans l'héritage du pragmatisme, dont John Dewey est l'une des grandes figures, vous refusez de penser la démocratie comme un modèle qui serait abstrait, comme un idéal qui devrait rester dans le monde des idées. Au contraire, vous nous proposez de nous attarder sur l'action. Alors, Joël Zask, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, ce sont les habitudes, les expériences, comme vous utilisez beaucoup, auxquelles nous devons nous attacher pour comprendre et consolider aujourd'hui la démocratie ? Merci beaucoup de cette présentation, merci de cette invitation. C'est une vaste question. Évidemment, il y a, comme on le sait bien, démocratie et démocratie. C'est un terme qui s'est retrouvé en compagnie d'à peu près tous les régimes politiques imaginables. Un terme dont on pense qu'il est quand même érodé. On se demande souvent où est passée la démocratie. Est-ce qu'on est vraiment en démocratie ? Mais en général, quand on dit ce genre de choses, on a plutôt l'idée que la démocratie, c'est purement et simplement un système de gouvernement, ce qu'on pourrait appeler une mécanique du pouvoir, un système constitutionnel, un système institutionnel, avec, par exemple, la division des pouvoirs, le bicamérisme, le système de l'élection, le système de la reddition des comptes, et choses de ce genre. Alors effectivement, je pense, et puis aussi les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, qui n'ont pas fait partie initialement de la première mouture de la démocratie au sens politique du terme. Et donc, évidemment, tout ça est très important. On a besoin de lois, on a besoin de droits, on a besoin de constitution, on a besoin de textes qui fondent les pratiques politiques. On a besoin en particulier de textes qui encadrent, je dirais, le comportement des gouvernants et le mode de leur désignation. Mais en même temps, ça, c'est peut-être, je dirais, tout simplement le moyen au service d'une autre fin, qui est le fait... Alors, c'est une expression de Jefferson, qui est quand même un très grand apôtre de la démocratie,
troisième président des États-Unis d'Amérique, qui est de se gouverner sans un maître, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, se gouverner? Ce qu'on appelle l'autogouvernement. Je veux dire, la finalité de la démocratie ne serait-elle pas le fait de se gouverner sans un maître? C'est-à-dire le fait de diriger ses affaires sans avoir à obéir à quelqu'un qui prétend être supérieur, plus autoritaire ou plus avisé que vous, qui vous dépossède donc du droit, peut-être de faire des erreurs, mais en tout cas de droit de faire des expériences en votre nom. Et par rapport, donc ça serait peut-être ça la finalité par rapport à laquelle ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est-à-dire l'espèce de gâteau constitutionnel et institutionnel qui gère les procédures démocratiques en termes politiques, ne serait qu'un moyen. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, pour commencer, c'est qu'on a mis la démocratie sur la tête. En fait, on l'a retournée. C'est-à-dire qu'on a pris pour la fin ce qui n'est qu'un moyen. Et donc aujourd'hui, souvent, quand on parle de démocratie, eh bien, on se réfère toujours à une action strictement politique au sens politicienne du terme. C'est-à-dire qu'on est vraiment des démocrates quand on manifeste, quand on vitupère, quand on critique, quand on assaille, quand on proteste, quand on résiste, mais aussi quand on acclame peut-être, quand on plébiscite, etc. etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver plutôt les pratiques démocratiques en les logeant, si vous voulez, entre les citoyens et le pouvoir central en particulier. En général, plutôt le pouvoir central que d'autres pouvoirs qui pourraient exercer à d'autres niveaux de l'Union nationale. Et alors, tout ça est très important. Je pense qu'effectivement, on a besoin de citoyens éclairés qui surveillent les actions du gouvernement et qui tantôt les encouragent, tantôt les condamnent, parce que c'est la seule manière de freiner ce que Tocqueville ou Montesquieu appelaient les abus du pouvoir. Quiconque jouit d'un pouvoir tend à en abuser, donc il faut le contrôler. Voilà, c'est le rôle d'une constitution. Mais en même temps, ça, c'est encore une fois, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Je veux dire que cette pratique politique qui consiste à regarder le pouvoir et à réagir après coup à ce que font les dirigeants, sans agir soi-même, mais en se bornant à émettre des opinions pour ou contre, finalement, est-ce que c'est vraiment ça la citoyenneté? En tout cas, la démocratie telle qu'elle est née, ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est un régime politique qui naît dans les années 1770 aux États-Unis d'ailleurs, qui est une association entre deux principes de gouvernement, participation d'un côté, représentation de l'autre, qui peuvent exister tout à fait l'un sans l'autre d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. On conçoit que la représentation, encore une fois, le fait d'élire, le fait de surveiller, le fait de former des partis, le fait de former des groupes de pression, le fait de s'associer en tant que citoyen pour examiner ce que fait le pouvoir et le documenter. Tout ça, c'est très utile, encore une fois, mais ça n'est que le moyen de faire vivre et de consolider la phase qui consiste à prendre ses affaires en main, agir sans un maître, prendre des initiatives, autrement dit, faire des expériences. Et ça, c'est le cœur un peu de ce que, enfin, je dirais de ce que John Dewey, ce philosophe, ça s'écrit D-E-W-E-Y, pour ceux qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est un autre Dewey qui a donné son nom à une indexation des volumes dans les bibliothèques. C'est pas le même. Mais en tout cas, ce Dewey-là, c'est un auteur américain, voilà, qui va vivre un siècle, en gros, entre 1850 et 1950, et voilà, qui va reprendre justement des révolutions démocratiques cette idée force qu'on va trouver aussi chez Tocqueville, chez Montesquieu, chez Aristote pour commencer d'ailleurs, en fait, et puis qu'on trouve aussi en fait parmi tous les gens qui aujourd'hui essaient de s'auto-gouverner indépendamment d'une relation stricto sensu au pouvoir en fait, et de refonder des expériences. Ça peut être des Fab Labs, des tiers-lieux, des écomusées, etc. C'est ça qu'ils font. Je veux dire, ils ne se situent pas par rapport exclusivement à un pouvoir. Ils sont pas. Je veux dire, leur activité ne consiste pas substantiellement, je dirais, au fond, essentiellement, elle ne consiste pas principalement à observer le pouvoir pour soit le plébisciter, soit le critiquer. Mais bien, leur activité consiste à prendre les rênes de leur propre existence, si vous voulez.
Et ça, c'est vraiment important. C'est ça qui est le trésor, si vous voulez, de la démocratie, et qu'on a tendance à oublier quand on est tellement focalisé sur ce que les politiques ont appelé l'action politique, mais qui est quand même juste une toute petite partie de l'affaire. Et voilà, donc on doit se demander aujourd'hui, mais est-ce qu'on doit remettre notre pouvoir dans les mains d'un chef charismatique à la Bardella? Parce que c'est quand même ça la question qui se pose. Est-ce que les masses sont définitivement incapables de s'autogouverner? Est-ce que mon voisin est nécessairement méchant? Est-ce que l'avenir est nécessairement noir? Est-ce que je dois nécessairement avoir peur ou être dans la défiance vis-à-vis de ce qui m'entoure, y compris de l'environnement? Et donc remettre en tout mon pouvoir à quelqu'un qui l'exercera en mon nom. Et c'est ça qui fait le lit du fascisme, en fait. Ou est-ce que, au contraire, je dois profiter ou, disons, me situer par rapport à une période particulièrement noire, notamment au plan environnemental, pour renouer avec l'expérience démocratique, qui serait une expérience quotidienne, une expérience de tous les jours, une expérience qui peut aussi bien se loger dans la famille, dans l'hôpital, à l'école, à l'université. Alors, elle est très loin, la démocratie, en ce moment, etc., à l'usine, dans les champs, la manière de cultiver la terre, la manière de se promener. Je veux dire, on peut revisiter la démocratie dans un laboratoire, etc., enfin, là, à ce niveau-là. Comme disait John Dewey, en reprenant d'ailleurs une phrase de Jefferson, et qui d'ailleurs est très proche d'Aristote, finalement, c'est la démocratie, elle commence dans la maison. Elle est à la maison, si vous voulez. Si vous n'êtes pas un démocrate dans votre relation avec vos enfants, votre femme, votre mari, vos conjoints, vos voisins, etc., il y a peu de chances que vous le soyez aussi dans les urnes. Et ça, c'est un problème, si vous voulez. Bon, on n'est quand même pas complètement cohérents, ni les uns ni les autres. Donc, on peut admettre une partie d'incohérence dans les comportements des gens. Ça ne me choque pas du tout, mais enfin, quand même. Je veux dire, l'idée que la démocratie commence à la maison et que c'est un mode de vie personnel, c'est une idée quand même qui est très forte. Parce qu'effectivement, quand on va débroussailler un chemin avec des gens, démaquiser une maison, prendre un chien dans un chenil de la SPA, construire un lieu autogéré, participer à une crèche participative, etc., on n'est plus le même. Je veux dire, ça, c'est des expériences qui vous transforment, en fait, et qui vous font voir les choses autrement que si vous êtes chez vous à regarder la télé ou disons, à n'avoir d'activité informée politiquement qu'en relation avec ce que vous racontent les gens au gouvernement ou les prétendants au pouvoir, si vous voulez. Même si c'est encore une fois important, je ne dis pas qu'il faut cracher là-dessus, mais je dis que ça, encore une fois, il faut le remettre à sa place. Voilà, c'était un peu long la réponse, mais c'était important de voir qu'il y a quand même ces deux niveaux de démocratie qui s'appellent l'un l'autre, qui ne sont pas véritablement séparables, mais qu'on doit différencier, sachant que moi, à mon avis, il faut absolument revaloriser le niveau participatif. Et vous avez d'ailleurs une formule que je trouve très belle, que je me permets de partager. Dans votre ouvrage Écologie et démocratie, vous dites « L'autogouvernement est à la fois l'école, le laboratoire et le garde-fou de la démocratie ». Je vous invite à lire, c'est page 41. Vous avez abordé l'idée finalement que les pratiques démocratiques, elles sont loin de se situer uniquement dans ce qu'on pourrait appréhender comme une sphère autonome, avec des arguments, avec la primauté du langage, du logos, mais vous soulignez qu'elle vient se loger dans de nombreuses pratiques quotidiennes, et vous soulignez notamment le lien entre la culture de la terre et le développement de l'individualité. Vous revenez notamment sur le rapport des paysans à leur terre. Vous parlez plus d'un rapport juste à la terre que d'un rapport à la terre, d'un retour à la terre d'ailleurs. Finalement, quels sont ces enseignements-là de ce rapport des paysans à la nature et à la terre? En quoi elles sont source d'enseignement pour nous?
et en quoi elles viennent se loger aujourd'hui aussi dans des pratiques qui sont urbaines, puisque vous tordez quand même le cou à cette idée que la démocratie serait un phénomène intimement urbain. Vous revenez sur la dimension rurale également. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce rapport à la terre, notamment des mouvements paysans, et en quoi elles font écho à nos pratiques aussi quotidiennes, notamment les jardins partagés aujourd'hui que vous désignez comme des laboratoires de sociabilité démocratique? Oui, alors là aussi, c'est une vaste question. Je vous laisse champ libre. Plusieurs niveaux. Je champ libre, voilà, c'est le nom d'une association de jardins partagés, d'ailleurs, je crois à Marseille, champ libre. Enfin bon, et donc, alors, je voudrais dire 2 préalables. Le premier, c'est que effectivement, on a aussi tendance à penser la démocratie, à la réduire à un échange d'arguments, à un débat public, à une conversation, à l'échange d'opinions, etc. Et c'est-à-dire à la réduire à une activité rhétorique, si vous voulez. Et ça, c'est un problème parce que d'abord, il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne vont pas parler en public. Donc, ça crée beaucoup d'inégalités. Le rapport à la parole n'est pas du tout le même d'une culture à l'autre. C'est compliqué. Et par ailleurs, il y a aussi une démocratie du faire. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse très fortement. Je me dis que il y a dans l'action, dans le fait de faire des choses, de prendre des initiatives, mais aussi de faire des choses ensemble, des leçons pour la démocratie qui sont, ou des leçons d'ailleurs pour la vie, qui sont intrinsèquement précieuses. Et donc, voilà, ça c'est déjà une première chose, que la démocratie ne se résume pas au fait d'échanger des arguments, de débattre, de converser, et choses de ce genre. Ensuite, je dirais un deuxième préalable, c'est que effectivement la démocratie, elle a vraiment commencé à la ferme. Je veux dire, ça c'est historique. Ça a été beaucoup nié, édulcoré, invisibilisé, parce que, à cause peut-être du marxisme d'ailleurs, même si Marx commence le Capital par un magnifique chapitre sur l'expropriation des paysans, hein, ça il faut le relire de ce point de vue. Et donc voilà, il y a eu cette idée voilà, que la démocratie est un phénomène urbain, que là il n'y a de liberté qu'en ville d'ailleurs, et qu'elle est née à l'usine et pas à la ferme. Mais ça c'est faux historiquement. Je veux dire, quand les grandes révolutions démocratiques apparaissent, alors je parle même pas de l'Antiquité où il y a carrément pas de... Enfin je veux dire, la ville est quand même microscopique par rapport à l'ensemble comment dire, des pourtours de la ville. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas très longtemps à Rome, dans le Forum romain, et le Forum romain, soit dit en passant, mais c'est vraiment très, très intéressant. Il y a quelque chose qui est complètement passé sous les radars et qui pourtant est très, très manifeste, très ostensible. C'est ce qui s'appelle l'ère du figuier, de la vigne et de l'olivier. C'est un petit endroit, enfin, mais qui se trouvait, là j'ai lu là-dessus, j'ai réussi à trouver, qui se trouvait au centre du Forum démocratique romain, et qui est toujours, depuis 2000 ans, il y est. Là aujourd'hui, quand j'ai parlé à un gardien, je lui ai demandé mais où il est. Je pensais quelque chose dans un petit coin, mais pas du tout, c'est en plein milieu. Et il y a toujours un olivier, une vigne et un figuier qui sont là. Et ça, c'est le symbole de la démocratie, si vous voulez. Et c'est vraiment important de réaliser ça. C'est-à-dire que c'est Déméter, si vous voulez, déesse de l'agriculture et déesse des civilisations en même temps, de la culture au sens anthropologique du terme. Donc il n'y a pas cette dissociation du tout qu'on a faite par la suite. Donc la démocratie, historiquement, elle commence vraiment en relation avec qu'est-ce que ça veut dire une vigne. C'est le vin, c'est évidemment la culture du vin. Le figuier, c'est Romulus et Rémus qui, voilà, c'est le symbole de Rome en fait. Et puis enfin, voilà, la vigne, c'est ces symboles-là, l'olive, l'olivier. Voilà, c'est aussi un symbole de l'abondance, tu vois, d'une culture qui a un rôle à la fois religieux, on noie les corps, etc., et alimentaire. Faut manger. Et une vraie cité démocratique, c'est une cité qui s'occupe de la question de la subsistance. Ça a vraiment été pensé comme ça.
Comme le disait, je reviens à Jefferson, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jefferson, le paysan le plus vertueux, pardon, le citoyen le plus vertueux, c'est le paysan. Le paysan indépendant, précisait-il. C'est une idée qu'on va retrouver partout, enfin finalement qui est un peu la marque de fabrique de la démocratie américaine qui va commencer en 1787, donc 2 ans avant la Révolution française. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi le paysan indépendant serait-il le citoyen le plus accompli, le plus vertueux? Mais parce que justement, le paysan, il a affaire à un environnement. Le paysan, alors on ne parle pas du paysan industriel, hein, on parle du paysan qui laboure sa terre, qui prend des initiatives, mais sans vraiment savoir comment l'environnement qu'il transforme va lui répondre, en quelque sorte, qui sait qu'il n'est pas le maître de la nature, mais plutôt qu'il en est l'élève. Alors il y a toute une littérature américaine sur ce chapitre-là, c'est-à-dire que Emerson, même le premier philosophe américain, parle beaucoup de ça, ce rapport à la nature. C'est pour ça que d'ailleurs les grands textes de l'écologie qu'on lit aujourd'hui, ils sont et qui ont beaucoup inspiré des gens comme Morisot, Latour, Stingers, etc. aujourd'hui. Mais en fait, ce sont des textes qui sont écrits par des Américains qui pensent comment dire, la combinaison entre transformer la nature et la respecter, entre transformer la nature et la préserver. Et en fait, c'est un projet biblique. C'est ce que fait Adam à Éden. Si vous voulez, Adam à Éden, il n'est pas quelqu'un, enfin, disons, l'humain qui exploite la nature. Adam à Éden, c'est comme ça que les Américains vont lire la Genèse d'ailleurs. Adam à Éden, il est mis par Dieu dans le jardin pour le cultiver et pour le garder à la fois. C'est ça qui est écrit, si vous voulez, dans la Genèse. Et si vous voulez, le fait de travailler la terre n'exclut pas qu'elle soit gardée, préservée, et le fait de la préserver suppose qu'elle soit cultivée. En fait, c'est toujours les deux en même temps, si vous voulez. C'est comme ça qu'on va penser l'écologie et la démocratie en même temps. Enfin, si vous voulez. Et donc, le citoyen, il est vertueux parce que il développe une relation en fait d'échange, une relation en quelque sorte dialogique, une relation d'écoute, une relation de respect, de considération, avec les éléments qui sont les conditions de sa propre existence en même temps. C'est-à-dire qu'il n'arrache pas à la terre ses fruits, il fait pousser des fruits. Et c'est complètement différent. C'est pour ça que Adam, une fois qu'il a cueilli un fruit qu'il n'a pas fait pousser, il quitte le jardin et c'est terminé. Si vous voulez, c'en est fini d'Éden. Mais c'est parce qu'il s'empare d'un fruit qu'il l'arrache d'une certaine façon. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire pousser, faire grandir, etc. Ce qu'on peut retrouver dans l'éducation ou des enfants, c'est pareil. Je veux dire, on ne les arrache pas à l'enfance, on leur donne des ingrédients qui leur permettent de grandir, si vous voulez. Mais on ne les arrache pas de l'enfance vers la maturité. On ne fait pas d'un forçage. Non, on leur donne ce qu'il leur faut pour qu'ils puissent franchir les étapes d'eux-mêmes et par eux-mêmes, si vous voulez. C'est des idées très bêtes, en fait, et très, très basiques, mais qui sont malheureusement trop mises de côté, pas assez, je dirais pas assez valorisées, pas assez objectivées, pas assez partagées. Et donc, il est vrai que il y a dans le fait de la culture de la terre toutes sortes d'éléments qui nous mettent vraiment sur la voie de la démocratie. C'est comme ça que ça a été pensé, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle. Et je pense qu'on peut retrouver dans ces liens explorés alors quelque chose de fondamentalement vrai. Notamment, ce qui est important de savoir, c'est que le modèle du cultivateur indépendant, il s'oppose déjà au XVIIIe siècle au modèle du latifundiste, si vous voulez, à savoir le cultivateur du coton et du tabac. Et on voit bien, qui est soutenu d'ailleurs par l'école physiocratique française, hein, la France va donner des leçons au monde entier en termes d'industrialisation, uniformisation des semences, passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture de profit. Tout ça, c'est la France qui l'invente en fait au XVIIIe siècle et au XIXe, tout début du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'agriculture, pour les physiocrates, c'est, comme il dit, c'est la source des richesses des nations, hein, même si tout ça, mais c'est la source de richesse parce qu'elle va générer des profits, si vous voulez, et pas parce qu'elle va nourrir des gens. Et on doit voir qu'à ce moment-là, ça divorce déjà. C'est-à-dire que le coton et le tabac, c'est pas une agriculture qui est destinée à nourrir des gens,
ni même des animaux d'ailleurs, ça nourrit rien du tout. Le coton et le tabac, c'est une agriculture rentable, commercialisable, marchandisable, à grande échelle, et qui, je veux dire, fait violence à la terre, qui fait violence aux plantes et qui fait évidemment violence aux gens qui font pousser ces plantes. Voilà. Donc on ne peut pas concevoir le coton et le tabac sans l'esclavage, ça c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment là, il y a un tournant qui va être pris. Et Jefferson, je trouve qu'il représente bien le combat qui va être livré entre l'agriculture de subsistance d'un côté et l'agriculture de profit industriel de l'autre. Et donc là, avec l'agriculture industrielle, on quitte complètement, évidemment, la démocratie. Il n'y a plus de champ libre, là, il n'y a que du champ esclavagisé. Ce qui est important, on le voit bien ici, c'est d'ailleurs ce qu'on fait à la terre, ce qu'on fait aux gens, c'est un peu pareil. Disons bon, enfin, c'est encore un chapitre dont on pourra discuter tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est je pense, une bonne leçon de choses que d'avoir à faire, ne serait-ce qu'à une graine de haricot qui pousse entre deux morceaux de coton, ce que font les enfants à l'école, parce que, justement, ils réalisent que la nature a son rythme, sa logique, qui est indépendante d'eux, et qu'on peut toujours évidemment procéder à des dénis de réalité, ça c'est très présent aujourd'hui, mais que ce déni de réalité, en tout cas en ce qui concerne le fait de manger, ça va conduire à tuer la graine qui est en train de germer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Maria Montessori avait considéré que le jardin partagé, le jardin qui était dans la cour de l'école, était l'instrument pédagogique par excellence, le meilleur outil pédagogique qu'on pouvait imaginer. Parce que à travers ce jardin pédagogique, on pouvait apprendre la chimie, on pouvait apprendre la biologie, on pouvait étudier l'histoire et la géographie, on pouvait aussi avoir des notions de diététique, le rôle des plantes, etc., dans l'alimentation. Et puis aussi réfléchir à ce que c'est que la démocratie à partir de cette forme très très particulière qu'est le jardin partagé, etc., etc. Donc en fait, avec le jardin, vous avez un panorama à peu près complet de ce qu'on peut apprendre à l'école. Et d'autant que tout ce qu'on y apprend est corrélé étroitement à des expériences situées auxquelles les élèves s'adonnent directement. C'est effectivement ce rapport à la terre, mais c'est également le rapport aux autres. Et je me permets un petit aparté. On a notamment diffusé le film pendant la Fabrique du citoyen d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Et on voit bien que ces pratiques de glanage et de grappillage, elles reposent sur des règles ou en tout cas des négociations, des accords qui sont parfois, qui relèvent de la coutume, hein, qui sont parfois écrits nulle part. Quand elle va interroger finalement les personnes, ils n'ont même pas forcément les mêmes règles en tête. Donc ces règles, elles se transmettent aussi, elles sont rarement discutées, en tout cas il y a une continuité, mais ça reste un équilibre fragile. Et on voit bien un exemple, il me semble que c'est dans les vignes, où effectivement le glanage était autorisé pendant des siècles. Et puis un jour, le propriétaire des vignes dit non, finalement, moi je dois, je crois qu'il le dit dans ces termes, je dois protéger la renommée de mon vignoble. Donc à partir du moment, voilà, sans négociation possible, j'enlève l'accès finalement aux personnes d'aller glaner dans mon champ. Donc finalement, c'est peut-être plutôt cette question, ça vient aussi remettre en question la propriété exclusive, individuelle. Et est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers cette question de l'accès? On voit hein, des mouvements aussi dans les suites de réappropriation, de combat pour se réapproprier les terres. Finalement, est-ce que c'est vraiment cette question de l'accès aujourd'hui qui est fondamentale? Vous faites notamment la distinction entre l'allocation et l'appropriation de la terre qui est assez fondamentale aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans le jardin partagé, et on peut l'imaginer à toute échelle, hein, d'ailleurs l'Amérique a été pensée comme un jardin partagé. Vous avez des jardins partagés très très anciens, je sais pas, les ortillonnages d'Amiens, en Ariège, partout en Provence. Les Landes aussi étaient faites de jardins partagés. Et il y en a dans le monde entier, hein. Il y en a, par exemple, il y a un vieux système qui s'appelle le Mir en Russie, qui a un système de jardin partagé.
Vous avez évidemment en France les jardins ouvriers familiaux qui sont également des jardins partagés. En Allemagne, il y en a quelque chose comme 10 000 fois plus qu'en France parce que la tradition elle est très très ancienne aussi. Vous en avez aux Pays-Bas, vous en avez partout en Europe du Nord. Vous en avez énormément en en Amérique latine, en Amérique centrale. Etc., etc. En Asie aussi, du Sud-Est. Des jardins partagés, c'est mondial, si vous voulez. Il y en a absolument partout et à toute échelle. On pourrait imaginer, un peu comme Gilles Clément, un jardin partagé planétaire. Ça serait très bien d'ailleurs. Ça serait très intéressant. Alors, c'est quoi le jardin partagé? Le jardin partagé, c'est en fait un terrain qui appartient à la commune ou qui n'appartient à personne, en fait, qui est géré par une instance commune, je dirais. Ça peut être Dieu d'ailleurs, ou le Seigneur, bon, ça dépend des traditions. Et ce terrain est subdivisé en lopins qui sont confiés à des individus. Alors, soit qui sont loués, qui sont... Alors, par exemple, on parle d'allocation, en anglais c'est allotment, pour parler de la parcelle, du lopin, etc. Donc, et sur ces parcelles, alors elles sont en général de taille égale, ou en tout cas si elles ne sont pas de taille égale, c'est parce que une égalité est retrouvée en termes de, par exemple, de distance par rapport à la ressource en eau ou d'ensoleillement, etc. Donc il y a des compensations. Et donc, et ces lopins sont loués ou prêtés ou concédés, etc. Il y a plein de systèmes à des individus. Par exemple, aujourd'hui, pour accéder à une parcelle dans un jardin partagé, je crois que ça coûte genre 99 centimes par an, enfin ou 3,80 €. Enfin voilà, c'est pas, il y a pas de transaction marchande. Mais ce qui est important, justement, c'est que ça tourne complètement le dos au régime de la propriété. Aussi bien d'ailleurs au régime de la propriété classique, c'est-à-dire ce régime qui veut que le propriétaire fasse ce qu'il veut de ce qu'il possède, y compris de son corps, d'ailleurs, moi je trouve ça complètement absurde, et par ailleurs il soit le seul à exercer un droit sur le bien qu'il possède, à l'exclusion de tout autre. Alors justement, les Glaneurs et la glaneuse, c'est génial parce que moi j'avais vu ce film il y a très très longtemps, ça m'avait énormément plu et frappé. Parce que justement, là, il y a quand même quelque chose qu'on appelle un commun qui apparaît, et commun qui est très présent dans le jardin, dans le système du jardin partagé. Parce que dans le jardin partagé, si vous voulez, vous avez d'une part, bien sûr, des lopins individuels où chacun est un peu maître à bord, quoique on ne fait pas pousser des ananas à Nancy. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a aussi des contraintes environnementales, bien sûr. C'est ce qu'on apprend aussi aux enfants, hein. Ils ne vont pas faire pousser des bananes dans leur lopin qui est situé à Saint-Jérémy en Provence. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut quand même qu'ils partagent d'une certaine façon le lopin avec les conditions environnementales qui sont celles du lieu où il se trouve. Mais en même temps, il y a des tas de choses communes. Et ces choses communes, c'est effectivement, par exemple, des chartes, des conventions. Il n'y a pas de jardin partagé sans un gouvernement commun. C'est ce que montrait Ostrom, prix Nobel d'économie, et qui a remis les communs à l'ordre du jour. C'est-à-dire que, en fait, les choses communes ne restent communes que dans la mesure où elles sont gouvernées en commun. Sinon, ça marche plus, si vous voulez. On peut pas demander à un prince, à un chef, à un expert de gouverner au nom de la communauté des choses qui seraient communes, parce que en deux, ça ne sera plus commun du tout, si vous voulez. Et c'est intéressant de voir les conventions, l'histoire des conventions et des chartes. Il y en a beaucoup, on en trouve sur l'Internet. Elles sont assez proches, mais il y a des différences nationales ou des différences linguistiques, des différences d'un lieu à l'autre, des formulations un peu différentes. Mais en même temps, elles sont toutes, si vous voulez, vous n'avez pas accès à un lopin si vous ne signez pas la charte ou la convention, mais le fait d'être signataire vous donne un droit de regard sur la charte ou la convention, et vous devenez un membre d'une communauté qui a la possibilité d'amender la convention. C'est comme une constitution, en fait, une charte, hein, ça marche exactement pareil. Donc ça, c'est vraiment important. Après, en commun, il y a plein de choses. Il y a aussi, par exemple, des semences, hein. Les semences paysannes, elles sont nées dans les jardins partagés, elles sont communes. Vous avez l'accueil des publics dans les villes. Il y a aussi de l'outillage en commun. Il y a aussi des parties, je l'ai beaucoup vu à Bruxelles, ça, des parties des jardins communautaires qui sont réservés
à l'accueil de publics en difficulté, de personnes en situation de handicap, etc. Et donc, que la commune ou la municipalité ou l'arrondissement se réserve un petit peu. Il y a aussi, bien sûr, des devoirs en commun. Il y a également, je dirais, de l'outillage en commun. Il y a des fêtes en commun, hein, un peu. Voilà, il y a plein de fêtes, de toute façon, dans les jardins partagés. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est dans les jardins partagés, il y a souvent des petites architectures assez légères. Ça peut être des casitas en Amérique du Sud, des cabanons en Provence, des dachas en Russie, bon, etc., etc. Alors, c'est des architectures assez variées et donc qui permettent aussi d'accueillir des gens. Il y a des endroits où on peut se réunir, etc., etc. Donc, tout ça est vraiment très, très intéressant à étudier et je pense que c'est une forme de fonctionnement qu'on pourrait extrapoler à bien des choses. Par exemple, évidemment, le jardin partagé a un rôle pour la nourriture. Je crois qu'on doit penser aussi à la démocratie en fonction de la question de la nourriture. Mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait penser l'hôpital, l'école, la ville comme un jardin partagé, si vous voulez? C'est-à-dire comme cette association entre des choses communes et des lieux individualisés. Je crois que ça, c'est un peu la formule magique de la démocratie et de l'écologie en même temps, d'ailleurs. Et que, voilà, on aurait peut-être intérêt à transposer ce modèle de combinaison entre du commun et de l'individuel à d'autres domaines, en fait, voire à tous les domaines. Par exemple, de l'appartement, enfin, ou la maison. Dans une maison, on a besoin d'espaces communs, on a besoin d'espaces individuels. Comment on fait, quoi? Comment on construit? Comment on pense les espaces de ce type? D'ailleurs, vous soulignez que ce soin aux espaces, aux affaires privées, aux affaires communes, globalement, elles sont toujours d'actualité, mais dès qu'il y a ce mouvement extérieur aux affaires publiques, eh ben, tout de suite, on est sur plutôt un mouvement de donner la responsabilité à autrui. Et je voudrais qu'on glisse de l'espace commun à l'espace public, peut-être pour revenir sur un autre de vos ouvrages qui s'appelle Se réunir. Vous parlez beaucoup d'occupation des places dans cet ouvrage. Parce que finalement, cette question qui est au centre, c'est la question de la communauté. Comment on crée aussi une communauté, comment une communauté de prendre soin, prend soin de cet espace-là. Et vous revenez sur l'action d'occuper avec trois piliers. Occuper, s'occuper et s'occuper d'eux. Occuper, vous l'expliquez, on prend place dans un lieu qui est précis. Et on s'occupe, on se donne une occupation. Et le troisième pilier, c'est s'occuper d'eux. Et là, c'est la question du soin. Donc finalement, on voit qu'il y a aussi un équilibre. Et vous soulignez que le mouvement d'occupation des places qu'on a vu se déployer de début des années 2010, également en France, notamment avec Nuit debout, c'est l'occasion de la formation d'une communauté. Ça dépasse l'agrégation d'individus finalement, mais on est vraiment sur la création d'une communauté. Finalement, pour vous, Joël Zask, sur le même modèle que la démocratie qui est insuffisante, posée comme un modèle dans le monde des idées, bah, finalement, l'espace public, ce serait la même chose et vous préférez l'expression des lieux publics. Finalement, pourquoi aujourd'hui ils sont très importants, ces lieux publics-là, dans les pratiques démocratiques et en quoi ils sont fondamentaux pour développer, garantir et peut-être une forme de combat pour nos pratiques démocratiques? Alors, merci aussi de cette question. S'il n'y a pas de lieu pour se réunir, eh ben, on ne se réunit pas. Et ça, je crois que c'est un peu la base, hein. Avant, on allait dans les salons, après, on a été dans les cafés, au coin de la rue, dans les jardins. Par exemple, les Français, les révolutionnaires français, les ouvriers, etc., ils se réunissaient dans des jardins, pas sur des places, mais dans les jardins. Parce qu'en fait, les aristocrates qui avaient des belles maisons dans le Marais, etc., eh bien, ils avaient obligation de laisser accès au jardin. Et c'est intéressant de enfin, ça complètement, là, enfin, il y a eu un grand changement d'imaginaire, de sensibilité. Mais en fait, se réunir sur les places, ça va pas de soi. Parce que dans les jardins, finalement, là encore, c'est un peu comme sous le baobab, si vous voulez, ou sous le platane en Grèce, hein. Platane, place, plateau, c'est la même racine. Donc on se réunit dans un endroit où il y a aussi des végétaux. Et je crois que, en fait, quand on est ensemble dans des endroits où il y a des arbres qui poussent, enfin c'est un peu idiot ce que je dis, mais
En fait, on ne se dit pas la même chose que quand on est sur une place bétonnée. C'est quand même pas du tout la même chose. La minéralité, si vous voulez, elle va se développer comme un idéal d'exclusion de l'imprévisible, d'exclusion du naturel, d'exclusion finalement du sauvage, d'exclusion aussi de ce qui fait l'individualité des individus. C'est-à-dire que la minéralité, c'est la suppression de la surprise, de l'inattendu. Et la minéralité, et d'ailleurs, la minéralité, elle s'est toujours accompagnée d'un projet de géométrisation des espaces publics. Ça se voit même déjà dans l'Agora. L'Agora, c'est un espace planté, si vous voulez, l'Agora démocratique d'Athènes. Donc on imagine un espace minéral très géométrisé, avec, où les citoyens d'Athènes se rassemblent pour discuter, prononcer des beaux discours et voter des lois. Mais c'est un mythe. Ça, c'est vraiment un mythe, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que les citoyens d'Athènes se réunissaient, c'est vrai, sur l'Agora, mais ils se réunissaient au même titre que plein d'autres gens. Je veux dire, c'était, comme le disent les hellénistes aujourd'hui, je ne sais plus, il y en a un auquel je pense, mais je n'ai pas son nom en tête. L'Agora, c'était le salon d'Athènes. C'était un salon à ciel ouvert, si vous voulez. Et on y voyait, on y trouvait des gens qui jouent au tric-trac, des gosses, des marchands, des processions religieuses, des philosophes, des tribunaux, les jeux du cirque, parce qu'il y avait des tas d'éléments démontables. C'est vrai d'ailleurs dans le Forum romain aussi. On a inventé l'élément démontable. Alors on construit des cirques, on les enlève, on les remet, voilà, et on adapte l'espace à des activités communes de ce type, des fêtes, des processions, etc., etc. Donc il y avait tout le monde sur la place, si vous voulez. C'était un lieu pour tout le monde, et il y avait des arbres. Et ça, c'est vraiment l'idée que la place, elle doit être minérale et qu'elle doit être vide de toute chose, sinon de symbole du pouvoir, en fait, plantée au milieu, hein, comme la statue équestre de Louis XIV dans le jardin du Pérou, sur la place publique, si vous voulez, ou la statue de la République, qui est une aberration complète. Je pense que c'est... Là, on a vraiment à réviser notre copie sur ce que ça veut dire se réunir dans des lieux publics, si vous voulez. Je pense que notre imaginaire, il s'est fourvoyé, en fait. Il s'est fourvoyé parce que notre modèle de place publique, c'est pas le modèle de l'agora athénienne, c'est pas le modèle du Forum romain, c'est pas le modèle de la démocratie antique, si vous voulez. C'est le modèle de la monarchie absolue de droit divin. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que enfin, ça a été beaucoup documenté, mais en fait, l'espace public, il a été pensé comme, je dirais, auxiliaire d'un pouvoir monarchique absolu à partir je dirais, du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, notamment le XVIIe. Il est pensé sous cette forme-là, comme un espace d'ostentation du pouvoir, alors qui à l'époque est politique, mais qui va devenir économique, qui va devenir racial, qui peut devenir religieux, bien sûr, et qui, d'une certaine façon, va percoler dans tous les régimes politiques sans jamais être modifié. Vous passez de la monarchie au nationalisme, du nationalisme au fascisme, du fascisme au totalitarisme, et du totalitarisme finalement à la démocratie, mais il n'y a pas de changement dans la pensée architecturale. Ça, c'est dingue, hein. C'est un truc quand même qui est incroyable, parce que, si vous voulez, dans tous les régimes politiques, autres que la démocratie, on se demande quel est l'espace public qui convient le mieux au renforcement du pouvoir. Mais en démocratie, on ne se pose pas la question, en fait. Il y en a, moi, à ma connaissance, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, à ma connaissance, les seuls architectes qui soient vraiment interrogés sur ce que c'est qu'une place en démocratie, qui se doivent se demander, mais comment configurer une place qui soit adaptée au mode de vie démocratique. Je ne parle pas des Romains, des Grecs ou encore d'ailleurs des humanistes de la Renaissance italienne, hein, comme les architectes du Campo de Sienne, etc. Donc ceux-là mis à part, les seuls que je connaisse, il y en a sans doute d'autres que j'ignore, mais enfin bon, c'est Rogers et Piano. Eux, ils se posent la question. Alors je dis Rogers parce que voilà, il est aussi l'architecte de quelque chose ici à Bordeaux, du tribunal. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est le tribunal. Ben, c'est intéressant, je veux dire, d'avoir comme ça une construction, disons, qui n'est pas monolithique, mais qui est polyvalente, enfin, qui
qui est comme composite, si vous voulez. Ça, c'est important. La composition, le fait qu'il y ait plusieurs lieux dans un lieu. Parce que ça permet justement le jardin partagé dont je parlais tout à l'heure. Sinon, quand vous avez l'esplanade de Mao Tse-tung, hein, destinée à accueillir 1 million de gens, où, je veux dire, vous vous donnez rendez-vous où sur la place Tiananmen? On va dire, vous êtes dans le vide, quoi. Vous êtes, Et donc, je dirais que c'est ça, en fait, se poser cette question-là. Comment imaginer des espaces qui soient véritablement démocratiques? Et ce que j'ai appelé un lieu public, c'est un espace démocratique. Et je dirais que les espaces démocratiques, ce n'est pas des espaces qui ont les mêmes caractéristiques que les espaces fascistes, les espaces monarchiques, les espaces nationalistes. Ce n'est pas la même chose. Ça ne devrait pas être la même chose. Et donc, on peut se demander, mais c'est quoi les critères finalement d'une bonne place? D'une place qui va accompagner, consolider, accueillir des modes de vie démocratiques. Et là, je crois que quand on se pose cette question-là, alors là, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Enfin, il y a quelque chose qui devient évident, en fait. Je vous rappelle aussi que, par exemple, l'Agora d'Athènes, qui en fait ce salon à ciel ouvert, est devenu tout le contraire d'un salon accueillant et tout le contraire, finalement, de l'esprit démocratique qui avait présidé à sa construction à partir des travaux d'Hippodamos de Millet. Hippodamos de Millet qui, lui, justement, géométrise l'espace. Il est le père fondateur du plan Damier, si vous voulez. D'ailleurs, on parle de trame hippodamienne jusqu'à aujourd'hui. Et parce que, en fait, il chasse les gens, il met des statues à la place, il chasse la bigarrure et le côté biscornu finalement de cette place qui avait plein de niveaux différents, qui étaient pavés, il y avait de l'herbe qui poussait entre les pavés, et il y avait des arbres, et puis elle était complètement composite. Il uniformise, il géométrise. Il y a un très beau livre de Camillo Cite sur cette question-là. Et en même temps qu'il construit la place, la démocratie disparaît. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui accompagne le passage de la période dite hellénique à la période hellénistique. Et c'est la mort de la démocratie, si vous voulez. Il faut le voir, et c'est volontaire, si vous voulez. Haussmann tue la démocratie dans les quartiers. Mais il sait très bien ce qu'il fait, et je ne comprends pas qu'on ne voit pas que, par exemple, la place de la République, c'est une place d'armes. C'est une place qui fait table rase d'un immense quartier, qui supprime la placette du château d'eau, qui était absolument fondamentale, puisqu'elle accueillait un ouvrage hydraulique qui était destiné à apporter de l'eau au pied des immeubles de quartier populaire, qui est détruite. La fontaine du château, il y avait une grande fontaine qui était un lieu un peu comme la fontaine Stravinsky à Paris, qui a été conçue par Tinguely et Niki de Saint-Phal, qui se trouve entre Beaubourg et entre le centre Beaubourg, le centre Georges Pompidou d'un côté et de l'autre l'église Saint-Méry, et qui est magnifique, un truc magnifique. Et en fait, elle était comme ça, la placette du château d'eau. Elle accueillait la fontaine au Lion de Nubie, qui s'est retrouvée finalement, elle n'a pas été détruite, elle s'est retrouvée à la Villette, à servir d'abreuvoir pour les bêtes destinées à l'abattoir. Donc, mais elle y est toujours, hein, d'ailleurs, vous pourrez la voir. Et cette fontaine au Lion de Nubie, elle occupait une grosse partie de la place, mais on pouvait s'asseoir tout autour. Il y avait comme des estrades tout autour. Et c'était un lieu, moi j'ai vu juste des dessins, c'est très dur de trouver des documents quand on n'est pas historien, comme moi. Et c'est vraiment, c'était très beau. C'était à la sortie de la rue René Boulanger. Voilà. Tout ça a complètement disparu, en même temps qu'une dizaine de théâtres, que la vie populaire de ces quartiers, etc., etc. Et donc, voilà, le geste haussmannien n'est pas un geste démocratique. Il est même destiné à supprimer ce qu'il y a d'autogouvernement dans les quartiers et partout où il a sévi. Donc, je crois que c'est important de lire les espaces publics tels qu'ils existent aujourd'hui pour se demander, mais qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre plus accueillants à des pratiques de démocratie. Et alors, pour revenir aux Nuits debout, je crois que c'était un peu triste de constater que les mouvements, ce qu'on appelait le mouvement des places, des mouvements d'occupation des places, ont sélectionné des lieux qui étaient complètement contraires à leurs aspirations.
Je veux dire qu'on sélectionnait des lieux qui s'opposaient en tout à la finalité de ces mouvements qui était de revitaliser la démocratie. Et donc, ça n'a pas marché du tout. Moi, je pense que les lieux qui ont été choisis, que ce soit Meydan, Tahrir ou la place de la République, ont été, ces lieux se sont avérés les pires ennemis des mouvements qui les ont sélectionnés pour défendre des idées démocratiques. Et qu'ils ont beaucoup contribué à leur échec. C'était la place de la Perle. Il y a eu d'ailleurs des répressions sanglantes. Mais ce sont des nasses, si vous voulez. La place de la République, c'est une nasse. Forcément, les gens qui étaient... Il n'y a aucun endroit où s'asseoir. Sinon, enfin, maintenant, il y en a, parce qu'il y a eu des installations de dispositifs anti-attaque à la voiture bélier sur tout le pourtour de la place de la République, des grands bancs en bois. Et puis, elle a vraiment, au fur et à mesure, elle a été, je veux dire... un peu apprivoisée en quelque sorte par des usages qui ont légitimé ou exigé du mobilier urbain différent de ce qu'il y avait au départ. Enfin, il n'y en avait pas d'ailleurs. Les seules assises qu'il y avait, c'était des marches qui tournaient le dos à la place, en fait, et qui étaient dirigées vers la Légion. Enfin, c'est quand même des fautes énormes de la part... Enfin bon, bref. Je me suis déjà pas mal disputée avec l'agence qui a réhabilité la place, en restituant finalement l'esprit haussmannien qui était le sien au départ. Mais bref, donc je crois qu'il y a vraiment tout un travail à faire pour exiger en tant que citoyen la transformation des espaces publics, qui sont des espaces, encore une fois, d'exercice d'un pouvoir central, en des lieux publics, c'est-à-dire en des espaces démocratiques destinés à une pluralité d'activités et destinés à faire qu'on se rencontre, qu'on se croise, qu'on puisse se parler, qu'on puisse aussi s'isoler, pourquoi pas, mais qu'on puisse avoir des activités qui ne soient pas uniquement orientées vers la critique du pouvoir, qui se montre au milieu, si vous voulez. Alors, la statue de la République, c'est vraiment assez ironique comme système, parce que d'abord, elle est implantée, elle n'y est pas au départ, c'est vraiment une esplanade vide pour des mouvements de troupes entre la Légion d'un côté et une caserne qui existait à l'époque d'Haussmann en 1840-50 à la sortie du boulevard du Temple. Donc voilà, c'était vraiment une place militaire. Les Parisiens l'ont toujours détesté. Et il y a un moment donné où on se dit, on est dans les années 1880, pardon, on se dit, bon, on va quand même pas laisser cette verrue dans Paris, là, cette espèce de déchirure du tissu urbain. Il faut qu'on fasse quelque chose. Cet espace vacant est vraiment décourageant. On va mettre quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et finalement... alors, il y a toutes sortes de discussions. Il y a des gens qui veulent reconstruire le vieux Paris, remettre des théâtres, etc., recompartimenter cet espace. Et puis, finalement, on va se décider pour mettre une statue. On va mettre un truc, on va mettre une statue. Et cette statue, elle va être conduite clandestinement depuis les ateliers des frères Meurice jusqu'à l'endroit où elle se trouve encore, parce que les Parisiens s'opposent à cette statue et à ce geste finalement qui consiste, encore une fois, à mettre en plein milieu d'un endroit vacant une statue qui représente le pouvoir. Et il y a une opposition très forte à l'époque, mais au moment de la réhabilitation, du réaménagement de la place, il n'y a plus du tout ce réflexe de se dire mais non, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Au moment, je veux dire, si on est en démocratie, on fait quoi, si vous voulez. Et donc cette statue arrive sur la place de la République en 1887, si mes souvenirs sont bons, et elle y est toujours. Voilà, elle n'est pas du tout remise en cause. Bon, je trouve que de toute façon, elle fait partie de l'histoire et qu'il s'agit. Je ne voudrais certainement pas suggérer qu'elle devrait être détruite, mais enfin, on aurait pu peut-être la mettre ailleurs ou la documenter autrement, au lieu de la plébisciter comme le symbole du triomphe de la République. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'au moment de la consultation des riverains et des Parisiens lors du réaménagement de cette place,
la question de savoir ce que c'est qu'une république n'a jamais été abordée. Et c'est ça qui est un problème, je trouve. Donc voilà, je pense que il y a vraiment du pain sur la planche en la matière, mais c'est très, très intéressant à faire. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je n'ai pas du tout les réponses aux questions que je pose, mais je me souviens, j'ai accueilli il n'y a pas très, très longtemps à Marseille, où j'habite, un groupe c'était des étudiants de Cagnes, d'un lycée de Grenoble, et on m'avait demandé de faire une visite des places à Marseille. Donc, on a été dans 3 ou 4 endroits, la place Jean Jaurès, le cours Julien, la place Cézanne, la place Notre-Dame-du-Mont. C'est là où j'habite et il y a 4 places, en fait. Elles ont des allures très, très différentes. Et puis, on a fait comme ça des exercices d'observation des places avec les élèves. Et puis, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui nous gêne? Où est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Comment se situe la place par rapport au fond de bâtisse? Où sont les arbres? Est-ce qu'on est bien s'il fait chaud? Etc. Bon, voilà. Donc, on s'est posé des questions comme ça, très, très simples. Et les élèves, à la fin de la journée, enfin non, ça n'a pas duré une journée d'ailleurs, mais à la fin de la balade, mais ils m'ont tous dit, mais c'est génial, on a vu plein de trucs, on ne s'était pas posé ces questions, c'est facile en fait. Et en fait, ils m'ont dit, mais voilà, on a remarqué finalement plein de variables sur lesquelles nos yeux, nos oreilles, notre nez, parce que c'est aussi olfactif, hein, les lieux publics, finalement, c'était jamais vraiment sur lesquels il s'était jamais concentré, quoi. Et donc, diriger ses sens et son observation vers la qualité de nos espaces publics, je crois que c'est vraiment un exercice très facile à faire et très payant, en fait. Vous avez mené l'enquête finalement, quand vous mobilisez beaucoup dans vos ouvrages. Voilà, c'était vraiment très superficiel, mais en fait tout à fait suffisant pour changer un peu de logiciel, quoi, tout simplement. Merci beaucoup pour tous ces éléments extrêmement riches.